Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour chers followers, bonjour chers amis. Donc, comme annoncé, je disais qu'ils allaient faire un direct pour parler de quelque chose d'assez important. D'abord, il faudrait que nous sachions que la communication est importante en cette période de guerre et que nous devons continuer en tout temps et en tout lieu de communiquer. Beaucoup vont se dire pourquoi Adama Amadé Sigré fait un direct alors qu'il a été nommé vice-président et que normalement il devrait se taire. D'autres même ont dit qu'on était en train de parler pour avoir des postes. Et quand nous allons avoir des postes, nous allons nous taire. Et pourtant, c'est mal nous connaître. Nous n'avons jamais communiqué pour des postes. Nous n'avons jamais communiqué juste pour l'obtention des postes. Nous avons communiqué pour la liberté et pour la souveraineté. Et nous communiquons toujours pour cela. Il faudrait que nous quittions ces carcans-là, qui nous font croire que quand on assume des responsabilités à un certain niveau, on ne doit pas parler. La parole est importante. Celui qui vous dit que la parole ne sert à rien, c'est un menteur. Aujourd'hui, le monde n'est régi par la parole. Aujourd'hui, il faut parler pour dire ce qu'on pense, pour défendre ses valeurs, pour défendre son idéologie, pour défendre sa position. Et même étant vice-président chargé des questions de développement, il ne saurait y avoir de développement sans communication, sans stratégie de communication. Il faudrait que les populations, que les masses comprennent ce que nous voulons faire, où nous voulons aller et pourquoi nous avons opté pour la rupture et pourquoi nous avons opté pour une lutte pour la souveraineté et pour la reconquête de notre territoire. Ce sont des exigences qui font que nous ne pouvons pas nous taire et nous devons continuer à parler, nous devons continuer à communiquer. Si vous avez vu, aujourd'hui, même Emmanuel Macron est rentré dans la communication sur les réseaux sociaux. Lui, en tant que président de la France, s'il fait des directs pour communiquer, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, en ma qualité de vice-président qui va me taire. Donc nous n'allons pas nous taire et tous ceux qui ont pensé que nous allons nous taire, nous n'allons pas nous taire. Parce que nous sommes convaincus et conscients de la nécessité de la communication en cette période. Donc, après avoir observé attentivement ces 2 dernières semaines, les événements géopolitiques qui se passent dans le monde, nous avons jugé nécessaire de prendre la parole et de faire une analyse géopolitique, mais aussi une analyse épistémologique pour que les gens comprennent pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, le général Keïta et le général Tiani ont opté pour la rupture avec l'ordre impérialiste, avec les pays qui voulaient nous dominer et qui voulaient nous asservir. Sur toute la ligne, et même, ils nous donnent raison. Mais il y a encore des Africains qui ne comprennent pas la logique du monde. Il y a encore des Africains qui ne comprennent pas que le monde n'est pas un monde de sentiments. Le monde n'est pas un monde d'amoureux. Le monde n'est pas un monde de passionnés. Le monde est régi par la logique, par la méthode, par la science. Nous devons comprendre cela. Je l'ai toujours dit, nous sommes assez croyants. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas la croyance qui gouverne ce monde-là. C'est la logique, c'est la rationalité, c'est la science. Les États défendent leurs intérêts. Les États n'ont pas d'amis. Nous aussi, les États africains, nous devons apprendre à défendre nos intérêts. Et particulièrement, les peuples de l'AES doivent apprendre aujourd'hui à défendre les intérêts, à s'assumer, à dire ce qu'ils pensent, à dire ce qu'ils veulent et à avoir le courage d'affronter leurs adversaires. Avoir le courage de dire qu'ils ont opté pour une politique de rupture, pour une politique de souveraineté et de s'afficher et de s'affirmer. C'est très important. Voilà pourquoi nous tenons encore à communiquer. Le monde est régi par un ordre géopolitique. Cet ordre est fait de volonté de domination de part et d'autre. Et si vous restez assis les bras croisés, il va de soi que l'on vous domine. Il va de soi que l'on vous exploite. Il va de soi que vous soyez les objets de l'histoire. Vous soyez des vestiges des autres. Nous ne devons pas accepter cela parce que nos peuples ont assez souffert. Si vous avez remarqué, le président français Emmanuel Macron a fait une vidéo la dernière fois où effectivement il défendait l'Ukraine, disant que le président ukrainien ne peut pas organiser des élections parce que son pays n'est pas en paix.
Et son pays n'étant pas en paix, il ne peut pas organiser des élections. Et pourtant, face à la situation au Mali, il n'y a pas longtemps, le même président disait que le Mali avait l'obligation d'organiser des élections. Et nous avons la vidéo ici que vous allez écouter. Engagé militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. Merci beaucoup. Il est nécessaire que nous analysions d'abord cette partie. Emmanuel Macron dit dans sa vidéo que la France ne peut pas rester engagée derrière des autorités de fait. Derrière des autorités de fait qui ne respectent pas leur engagement. Ce qui est encore important, il dit que la lutte contre le terrorisme ne saurait tout justifier. Ces deux phrases sont à retenir. Les autorités de fait, c'est quoi qu'on appelle autorité de fait? Autorité de fait s'oppose à autorité de droit. Les autorités de droit sont des autorités qui ont été élues démocratiquement, ou bien de façon constitutionnelle. Les autorités de fait, ce sont les autorités maliennes qui n'ont pas été élues. Les autorités de fait aussi sont des autorités, si un président peut-être a été élu pour un mandat de 5 ans, et qu'il arrive au bout de son mandat, il n'organise pas des élections. Il n'organise pas des élections. Il est dans sa 6e, 7e année. Il n'organise pas des élections. Il devient ce qu'on appelle une autorité de fait. Puisqu'il n'est pas dans l'ordre constitutionnel qui lui avait dit d'organiser des élections. Si on parle de cette compréhension, et c'est la juste et bonne compréhension, les autorités maliennes sont des autorités de fait, selon le président Emmanuel Macron. Les autorités ukrainiennes aussi sont des autorités de fait. Parce que le président Zelensky devait organiser des élections. Et comme il a eu la guerre, il n'a pas pu organiser des élections. Ça veut dire qu'actuellement, son mandat est dépassé. Il n'est plus dans son mandat. Et n'étant plus dans son mandat et étant encore président, lui aussi, il est autorité de fait et non pas autorité de droit. Ça veut dire que c'est pratiquement la même chose. Zelensky, comme Goïta, se trouve pratiquement dans la même situation aujourd'hui. Les deux sont des autorités de fait qui s'opposent aux autorités de droit. Autorités de droit, ce sont des autorités élues de façon constitutionnelle. Une fois que votre mandat est fini, ou bien si vous avez fait un coup d'État pour prendre le pouvoir, les Français, en bon français, on va vous appeler autorité de fait. C'est le terme qu'Emmanuel Macron a utilisé. Donc les deux, que ce soit Goïta, que ce soit Zelensky, les deux sont des autorités de fait. Ce sont des présidents de fait et non pas des présidents de droit. C'est la compréhension française. C'est le français. Macron dit encore une autre chose en ce qui concerne le Mali. Il dit que la guerre ne saurait tout justifier. Si vous écoutez tous ceux qui sont nos détracteurs ici, tous ceux qui nous critiquent, c'est la même expression que les gens utilisent. La guerre ne saurait tout justifier. C'est la même expression. Si vous écoutez tous ceux qui voient les choses d'un point de vue gréco-romain, tous ceux qui voient les choses avec l'angle européen, l'angle occidental, tous ceux qui disent que nous violons la démocratie, nous sommes contre la liberté d'expression, nous sommes contre les droits de l'homme, ils disent la même chose. Ils disent que la guerre ne saurait tout justifier. C'est la même expression que Emmanuel Macron a utilisée contre le Mali. La guerre ne saurait tout justifier. Alors, nous allons continuer à écouter la vidéo. Ça, c'est concernant le Mali. Maintenant, la vidéo d'Emmanuel Macron concernant l'Ukraine. Qu'est-ce que Macron dit en ce qui concerne l'Ukraine? Un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté. Il dit en ce qui concerne l'Ukraine, là encore nous avons la vidéo, vous allez écouter cette partie. C'était la sécurité. Dans un pays où il a mobilisé plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie. De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pensez que nous, dans la même situation, on s'amuserait à faire des élections? Il ne peut pas faire des élections. Donc si on veut des élections... Oh, ok, c'est très bien. Ce que vous avez entendu, c'est déjà très bien. Macron dit que l'Ukraine est occupée. Une partie de l'Ukraine est occupée par la Russie. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'il peut organiser des élections? Et il continue en disant que même nous, dans cette situation, on ne peut pas organiser des élections. C'est-à-dire que même la France, étant dans cette situation,
ne pourrait pas organiser les élections. Pourquoi? Parce qu'une partie du territoire est occupée et le pays n'est pas dans la paix. Si l'on revient au Mali, mais une partie du territoire malien était occupée, Kidal était sous contrôle des groupes armés terroristes, est-ce que le Mali est en paix? Le Mali n'est pas en paix. Le Mali est un État qui est en guerre. De même que le Burkina Faso et le Niger. C'est pour vous montrer le paradoxe du raisonnement occidental. Et c'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Il tient des propos, il dit que là-bas on ne peut pas organiser des élections parce que le pays n'est pas en paix. Une partie du pays est occupée. Et pourtant Zelensky aussi est une autorité de fait. Là-bas il soutient une autorité de fait, une autorité qui n'est pas dans l'ordre considéré parce qu'elle a dépassé la date où il devrait organiser des élections. Le Mali aussi, selon sa compréhension, ce sont des autorités de fait. Là-bas aussi, il n'y a pas d'élection parce qu'il y a la guerre. Mais il trouve que, et ils peuvent soutenir les autorités ukrainiennes, qui sont aussi des autorités de fait, mais ils ne peuvent pas soutenir les autorités maliennes. Maintenant, je vais rentrer dans l'épistémologie. Comment il faut comprendre ça? C'est ce que beaucoup de nos intellectuels ne comprennent pas. C'est le même système de raisonnement qui a permis à l'Europe de nous dominer pendant des années. C'est lequel? C'est ce qu'on a appelé l'idéalisme. Cet idéalisme fait croire que l'Europe, la France, c'est le centre de la vertu. C'est le centre de la vérité. Eux, ils sont dans la lumière. Ils sont dans la vérité. Tout ce qu'ils disent est vrai. Leur conception est la bonne. Nous devons les suivre. Autrement dit, quand la France parle, nous ici, nous n'avons même pas à chercher à nous poser des questions si c'est vrai ou si c'est faux. Nous devons accepter parce que c'est la norme, parce que c'est la logique. La vérité est européenne, la vérité est blanche. C'est ce que j'ai toujours dit et que beaucoup ne comprennent pas. La vérité de couleur. On a pu nous convaincre à l'école, depuis l'école primaire, au lycée et même à l'université, que la vérité a une couleur. Et la couleur de la vérité, c'est la couleur blanche. Et c'est partant de l'idéalisme de Platon depuis l'Antiquité. Quand Platon parlait d'un monde intelligible et d'un monde sensible pour expliquer que la philosophie est cette valeur-là, qui mérite d'être enseignée. Au-delà de la conception philosophique de Platon, c'est aussi une conception politique. Cet idéalisme de Platon, cette façon de voir de Platon, a aussi régi l'ordre politique du monde. L'Europe a toujours utilisé cette conception pour dominer le monde. L'Europe, c'est le monde intelligible. C'est le monde des valeurs. Tout ce qui est européen est bon. Tout ce qui est européen a une valeur. Et nous sommes le monde sensible. Nous sommes dans l'obscurité. Nous sommes dans la misère. Nous ne connaissons rien, nous sommes dans l'ignorance. Nous devons accepter qu'on nous impose la vérité. Nous devons accepter la vérité, c'est naturel. Parce que nous sommes des ignorants. Nous n'avons pas à discuter avec eux. Nous n'avons pas à leur poser beaucoup de questions. Est-ce que vous voyez? Et quand un ignorant se permet de remettre en cause ce qu'un savant dit, le savant se met en colère. Le savant se fâche. De quel droit tu remets en cause ce que j'ai dit? Voilà ce que moi j'ai appelé la culture de domination à travers le système éducatif. Tout le mal réside à ce niveau-là. Allez encore prendre les deux vidéos et puis vous écoutez, vous allez bien comprendre. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne me comprennent pas. C'est ce combat que nous avons fait, nous faisons depuis longtemps et que beaucoup ne comprennent pas. Il y a des Burkinabés, des intellectuels burkinabés, des diplômés, des universitaires, des philosophes qui sont à l'image de Macron, qui parlent comme Macron. Ceux qui nous combattent, ceux qui ne nous aiment pas, nos détracteurs, nos ennemis sont des Macron. C'est cette façon de voir de Macron qui fait que les gens sont vraiment debout contre le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Ils oublient même ce qu'on appelle les formes élémentaires du raisonnement. C'est-à-dire que quand vous faites une étude épistémologique du raisonnement de Macron, dans la logique du discours, on dit qu'on part d'abord des formes pour aller au fond. On reste dans la forme. Macron viole même la forme du discours. Puisque dans la forme du discours, les autorités maliennes, comme les autorités ukrainiennes, sont toutes des autorités de fait. Goïta n'a pas été élu. C'est vrai, non? Zelensky aussi
a dépassé son mandat. Il est une autorité de fait. Donc, dans la forme, le Goïta comme Zelensky, en bon français, même en droit, sont des autorités de fait. Donc, si on reste dans la forme, si on condamne Goïta, on doit aussi condamner Zelensky. C'est ça. Si on dit que Goïta ne doit pas organiser des élections, on doit aussi accepter, et si on dit que Zelensky ne doit pas organiser des élections, on doit aussi accepter que Goïta n'organise pas des élections. Mais on viole la forme. On rentre dans le fond. Et dans le fond, on condamne Goïta et on plaide pour Zelensky. Voilà ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Et c'est voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que l'école ne rend pas intelligent. Parce que nous sommes incapables de comprendre la science élémentaire du raisonnement, qui consiste à partir des formes pour aller au fond. Et nous soutenons les choses, nous soutenons la démocratie, nous soutenons la liberté d'expression, nous soutenons les droits humains, parce que simplement c'est venu de l'Europe, parce que simplement ça vient du monde intelligible, ça vient du monde de la lumière. Et tout ce qui est européen est bon. Je vais terminer avec ça et puis passer à l'autre point. Après la sortie de Macron, par rapport à la situation en Ukraine, regardez tout ce que communique contre l'AIS. Regardez tout ce que communique contre l'AIS. Les Newton Ahmed Bari et toutes leurs cliques. Que ce soit ceux qui sont à l'extérieur comme ceux qui sont à l'intérieur ici. Qui a écrit pour condamner le discours de Macron? Qui? Tous ceux qui communiquent contre l'AIS, qui a condamné, qui a dit que ce que Macron a dit ne tient pas? Personne. Même ceux qui sont à l'intérieur ici. Nos hommes qui revendiquent, qui disent liberté, démocratie, prétendue démocratie, quoi. Qui a écrit pour relever les insuffisances, les manquements du discours de Macron? Personne. Ils sont tous d'accord. Ils n'ont rien dit. Cette attitude montre à suffisance que nous sommes dans un monde de communication aujourd'hui où chacun doit défendre sa position. Ce n'est pas une question de vérité. Ce n'est pas une question de 1 plus 1 égale 2. C'est une question de position à défendre. Le système occidental a recruté des gens qui sont chèrement payés pour défendre le système. Nous aussi, même si nous n'avons rien, au nom de la dignité humaine, au nom de la liberté des populations, nous devons défendre notre système. Parce que la vérité universelle n'existe pas. Il n'y a pas un monde de bien et un monde de mal. Nous ne pouvons pas accepter que la vision européenne soit la vision universaliste du monde. Nous ne pouvons pas accepter que l'Europe érige un modèle universel et qu'on nous impose ce modèle au nom de la vision européenne. Ce n'est pas vrai. Et ça ne tient pas. De quel droit les gens vont rester dans leur pays, dans leur continent, pour définir ce qu'ils appellent des normes, ce qu'ils appellent des valeurs, et pour venir les imposer ici? Ça ne tient pas, et c'est ce que nous, les peuples de l'AES, nous devons comprendre aujourd'hui. Cette guerre de communication, elle est importante. Elle est primordiale. Et nous devons la mener. La guerre aujourd'hui se mène avec les armes, mais aussi avec la parole. Et nous devons communiquer pour que les masses comprennent, pour que les populations comprennent que tous ceux qui sont vendus aujourd'hui contre les pays de l'AIS sont ceux-là qui supportent ce qu'on appelle le modèle universel. Sont ceux-là qui disent que la pensée est européenne, la pensée est blanche. La démocratie est sociologique. La liberté d'expression est sociologique. Les droits de l'homme sont sociologiques. On ne parle pas à un roi, à un chef, de la même manière qu'on parle à un citoyen lambda. Ça, ce n'est pas moi qui vous apprends ça. Un chef et un citoyen lambda n'ont pas les mêmes droits dans notre société. Ça, ce sont des réalités. Vous vous rappelez, au temps du MPP, quand le gouverneur a fait arrêter le roi Gan à Gawa, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient fait un écrit pour dire le roi Gan n'est pas un citoyen lambda. On n'arrête pas un roi comme ça, c'est de la sociologie. Les populations ont plus de considération pour le roi que pour le gouverneur. C'est de la sociologie. Les gens m'ont insulté. Ils m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Ils m'ont dénigré, ils m'ont humilié. Le ministre Ousseynou Compaoré,
qui était ministre de la Sécurité, si je ne me trompe pas, est allé demander pardon au roi Gan. D'autres ont cru qu'il avait pris position pour le roi Gan, parce que c'est un homme que je connais et que j'apprécie. Oui, effectivement, je connais le roi Gan, pour son humilité, pour avoir accepté d'autres religions dans son royaume, pour sa tolérance. Parce que notre sociologie a toujours été une sociologie de la tolérance, une sociologie du pardon. Nos autorités coutumières ont toujours prôné le pardon et la tolérance. Mais tout le monde ne prône pas le pardon et la tolérance. Ça, ce sont des réalités. Nous devons mener ce combat de façon scientifique, de façon épistémologique. Il y a des formes à respecter. Et c'est très important. Nous devons refuser que les gens nous imposent leur vision et leur conception du monde. La vision unique, la vision universelle du monde ne tient pas et ce n'est pas vrai. C'est un ordre raciste et suprémaciste que nous devons combattre, que nous ne devons pas tolérer. Aujourd'hui, nous ne devons pas accepter que les gens humilient les autorités de l'AIS, que les gens humilient le capitaine Ibrahim Traoré, le général Gaïta et le général Tchani. Nous devons les défendre par la science et par le savoir. Je l'ai toujours dit, tous ceux qui nous combattent, c'est cette vision occidentale-là. Cette vision qu'il y a un monde de bien, il y a un monde de valeurs et c'est l'Europe. Vous devez accepter qu'on vous impose cela, qu'on vous impose la démocratie, qu'on vous impose la liberté d'expression, qu'on vous impose les droits de l'homme, mais la version européenne. Vous n'avez pas de version à présenter parce que vous n'avez pas de vérité. Ceux qui n'ont pas de vérité n'ont pas de version du monde à présenter. Voilà ce qu'on nous impose. Et pour terminer, pour ne pas être long, nous défendons ce que nous appelons des valeurs. Et les gens nous demandent au nom de quoi nous défendons ces valeurs-là. Ils disent que nos valeurs ne sont pas des vérités. Mais en quoi une valeur est une vérité? En quoi? En quoi une valeur est une vérité? En quoi la démocratie est une vérité? Montrez-moi A plus B que la démocratie est une vérité. En quoi la liberté d'expression est une vérité? En quoi les droits de l'homme sont des vérités? Les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, de décembre 1948, si je ne me trompe pas, avec ces combien d'articles, montrez-moi en quoi ces articles-là relèvent de la vérité. Montrez-moi. Je l'ai toujours dit, nous avons un sérieux problème parce que nous avons horreur de la réflexion. Nous avons horreur de la pensée. Et quand il y a des gens qui pensent, qui raisonnent de façon méthodique et de façon épistémologique, pour détruire ce que nous avons toujours considéré comme vrai, nous nous révoltons contre eux. L'école, c'est l'incapacité de raisonnement et de la pensée. Je le dis et je l'assume. Parce que ce que je suis en train de dire, le système classique du CPE à l'université ne permet pas à quelqu'un de comprendre cela. Il faut sortir hors du système classique pour chercher le savoir, pour chercher la science. Nous défendons nos valeurs. Nous n'avons jamais dit que nos valeurs sont les meilleures. Nous n'avons jamais dit que nous avons le monopole de la raison. Nous n'avons jamais dit que nous sommes les plus sages de la planète. Mais nous refusons aussi que d'autres nous disent qu'ils ont le monopole de la raison. Nous refusons aussi que d'autres nous disent qu'ils ont des valeurs universelles à partager au reste du monde. Nous refusons aussi que d'autres nous disent qu'ils sont dans la lumière et que nous sommes dans l'obscurité. Nous défendons nos valeurs et les valeurs sont à défendre. La dignité, la fraternité, l'amitié, nos grands-parents, notre histoire, notre sociologie. Nous devons défendre cela. Parce que tous les peuples du monde défendent cela. Si vous arrivez à un moment où vous banalisez tout, si vous arrivez à un moment où il n'y a pas de sacré dans votre vie, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un animal. C'est l'animal qui ne connaît pas le sens du sacré. L'être humain se forge et se construit à travers le sacré. La sacralité est importante dans la vie humaine. Je viens maintenant à la rencontre entre Zelensky et Donald Trump. Suivez-moi bien et partagez parce que cette vidéo, elle est importante. Lors de la rencontre entre Zelensky et Donald Trump a dit quelque chose à Zelensky. Il lui a dit qu'il ne saurait admettre qu'il vienne dans le bureau ovale, dans le sanctuaire américain, parler ainsi.
Est-ce que les gens ne mesurent pas la gravité des propos de Donald Trump? Trump ne peut pas admettre que quelqu'un vienne violer la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est le sanctuaire de la démocratie américaine. La Maison Blanche, c'est le sanctuaire de la République. C'est la référence. Le bureau ovale du président américain, ce n'est pas n'importe quel bureau. Ce n'est ni un maquis, ni une boîte de nuit, ni un buvette. Quand on rentre dans le bureau ovale, on a d'abord l'obligation de respecter les États-Unis. Cet État qui s'est construit dans le courage, dans le sacrifice pendant des années. Trump était en colère contre Zelensky, du fait que Zelensky, dans le bureau ovale, Zelensky étant à la Maison Blanche se permet des écarts. Se permet de dire certaines choses que Trump estime qu'on ne doit pas dire ça à la Maison Blanche. Ça, c'est la défense des valeurs. Et tous les peuples ont des valeurs à défendre. Il y a certaines choses que Macron ne va jamais permettre à quelqu'un de dire à l'Élysée. L'Élysée, c'est le sanctuaire de la démocratie française. C'est le sanctuaire de la République. C'est l'idole, les fétiches. Une fois, moi, j'ai dit que tous les peuples ont leurs fétiches. Ça aussi, les gens ont fait des bagarres. C'est quoi le fétiche? Ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas non plus un mensonge. Le fétiche est une valeur. C'est ce que vous considérez comme votre référence. Comme ce qui vous donne ce qu'on pourrait appeler en philosophie le sens de la vitalité. Trump défend la Maison Blanche. Trump défend des valeurs. Et nous, quand nous disons qu'il a des valeurs à défendre, on nous dit non, il n'y a pas de valeurs à défendre. Tout est monnayable. On doit tout vendre. On doit tout accepter. Vous n'avez pas de dignité qui ne soit la dignité européenne. Vous n'avez pas d'honneur qui ne soit l'honneur européen. La vision, la façon européenne de voir l'honneur. Vous n'avez pas de système de gouvernance qui ne soit le modèle européen qu'on vous a envoyé à travers la colonisation. Vous n'avez pas de modèle de choix de vos dirigeants, si ce n'est que le modèle que les autres vous ont envoyé. Quand nous disons qu'il y a des valeurs purement africaines, des valeurs qui dérivent de la sociologie des Africains, des valeurs qui dérivent de l'anthropologie des Africains, et que nous avons l'obligation et le devoir de défendre ces valeurs-là, non, les gens disent que nous n'avons pas le droit de les défendre. Il faut tout monnayer. Il faut tout vendre. Nos valeurs ne sont pas des valeurs. En Asie, en Chine, en Inde, au Japon, les gens défendent des valeurs qui sont fondamentalement sociologiques et anthropologiques. Les gens ont des façons de faire qui font leur fierté. Ils s'assument et ils sont fiers de ça. Ah, vous voyez? Ici, quand on dit qu'il y a des valeurs à défendre, les gens disent qu'il n'y a pas de valeurs. Vous devez tout accepter. Vous devrez être ouvert au monde. Vous ne pouvez pas vivre de façon fermée. Qui vous a dit que nous voulons vivre de façon fermée? Qui vous a dit? Nous ne prenons pas des avions? Nous ne voyageons pas? Nous n'allons pas dans d'autres continents? Nos hommes d'affaires ne tournent pas partout pour faire le commerce? Mais est-ce parce que nous visitons les autres que nous devons nous confondre aux autres? Est-ce parce que nous côtoyons les autres que nous devons accepter la confusion, le néant, renier notre existence, renier notre identité? Non. Soyez sérieux. Donc, grosso modo, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde régi par la géopolitique. Et la géopolitique, c'est ce combat de domination. C'est ce combat que font les nations pour contrôler l'univers, pour contrôler la planète. Ce combat est-il fait au nom de la vérité? Non, il n'est pas fait au nom de la vérité. Non. Il est fait au nom de la volonté de puissance. Et moi, j'ai dit un jour à mes élèves que ce qui a toujours manqué aux Africains, c'est cette volonté de puissance. Nous n'avons jamais eu une volonté de puissance. Et nous n'avons jamais eu le courage d'afficher, urbi et orbi, notre volonté de puissance. Et maintenant, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, même les grands projets que nous avons lancés, quand nous disons que nous allons faire ceci, les gens disent que vous êtes très ambitieux. Ah, vous allez très loin. Ah, vous êtes prétentieux.
Mais en quoi c'est mauvais d'être prétentieux? En quoi c'est mauvais d'être ambitieux? En quoi c'est mauvais d'avoir des grands rêves? Les usines qui ont été construites, l'armement qui a été acquis, toutes ces commandes que nous avons eu à faire, si on n'était pas ambitieux, est-ce que nous allons les avoir? Si nous n'étions pas ambitieux, en quoi c'est mauvais d'être ambitieux? C'est nous les Africains, nous les Burkinabés, qui prenons les valeurs pour des défauts et les défauts pour des valeurs. C'est un mélange total. Nous mélangeons tout. Ce qui ne vaut rien, ce qui ne sert à rien, c'est ça que nous prenons. On nous dit soyez humbles. Soyez humbles. Les Blancs sont humbles. Ce que Macron est en train de faire, c'est de l'humilité. Ce que Zelensky allait faire devant Trump, c'est ça qu'on appelle, c'est ça l'humilité. Et quand le capitaine Ibrahim Traoré sort, il fait un discours, ou bien quand Goïta dit quelque chose, quand Thierry donne une interview, les spécialistes en ceci et cela prennent cela. Ils disent que non, les dirigeants de l'AIS ne sont pas humbles, ils méprisent les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les autres ont le droit d'afficher urbi et orbi leur volonté de puissance, leur volonté de domination. Et nous, non, nous devons être humbles. Nous devons accepter. Nous devons faire avec. Nous devons montrer que nous sommes des vauriens. Nous devons être dans une attitude de résignation, de déni de soi et de mépris de notre être, de notre ipséité, comme on le dit. De ce qui fait nous-mêmes. L'AIS a des défis majeurs à relever. Et je l'ai dit hier lors d'un panel à l'université Joseph Kizerbo avec mon ami et frère Liayo Imete Payala. Nous avons des défis majeurs à relever. L'AIS aujourd'hui a besoin d'hommes et de femmes intelligents. Et moi j'ai toujours dit aux autorités, allons vers la politisation de la révolution. Prenons notre idéologie. Organisons des séances de rencontres pour partager le message. Dans les quartiers les plus éloignés, dans les villages, disons aux populations pourquoi nous avons opté pour cette voie-là. La communication est très importante en cette période. Il faudrait que les masses adhèrent de façon rationnelle et de façon passionnelle à notre projet de gouvernance. Notre projet de gouvernance, c'est la lutte pour la reconquête de nos territoires. Notre projet de gouvernance, c'est la souveraineté politique, économique et culturelle. Notre projet de gouvernance, c'est la liberté. Notre projet de gouvernance, c'est notre identité. C'est notre fierté d'être. C'est notre volonté de nous appartenir. De décider de ce que nous voulons et de quoi nous voulons faire. C'est ça notre projet de gouvernance. Ce projet de gouvernance doit être expliqué aux populations. Il doit être expliqué aux masses. Les gens doivent comprendre où nous voulons aller. Nous devons aller dans les villages. Nous devons aller dans les arrondissements. Nous devons organiser des conférences. Nous devons organiser des séances publiques où les femmes, les hommes, les vieux, les vieilles et même les enfants participent. Nous devons refonder notre système éducatif pour parler depuis le CP1 de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de Joseph Kizerbo, du capitaine Ibrahim Traoré, du général Assimi Goïta. CP1 même, on parle de ça. Les enfants doivent chanter chez nous le matin, midi, soir. Moi, ce matin, avant de sortir, j'ai pris le livre de Sodi de mon fils. Mais c'est le même livre de Sodi avec lequel moi j'ai fait l'école primaire Karim et Aïcha. En tout cas, c'est ce que mon fils m'a montré ce matin. C'est le même livre qu'il m'a montré. Et je regarde dans le livre, je vois que les yeux des Français, ou c'est quoi de France, on parle de neige. Mais vous parlez de neige avec moi, mon enfant, qui vit ici à Ouaga. Vous parlez des yeux des Français avec lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, soyez sérieux. Soyez sérieux. Tout est politique dans la vie. La gestion de la famille, c'est de la politique. Gouverner un pays, c'est de la politique. L'école, c'est de la politique. L'éducation, c'est de la politique. C'est quoi qui n'est pas de la politique dans ce monde-là? Vous voulez qu'on vous dise ça combien de fois? Il faut faire combien d'écoles pour comprendre que le monde est régi par une ordre politique. Et rien ne se fait au hasard.
La neutralité n'existe pas. Si ce n'est que pour les lâches. Il n'y a pas quelqu'un qui est neutre. Il n'y a pas quelqu'un qui ne participe pas à une vision politique. Nous sommes en guerre. Celui qui est là, qui ne dit rien, qui ne fait rien, qui dit ah, moi je ne dis rien, je ne soutiens pas, je ne suis pas contre. Tu es contre. Il n'y a pas d'attitude de neutralité. On n'est pas né sur la terre pour être neutre. On est né pour participer, on est né pour s'affirmer. On est né pour prendre position. Le mal est que nous tardons à comprendre cela. Nous tardons à comprendre cela. Nous tardons à comprendre que le monde est fait de cette volonté de domination, de cette volonté de puissance, de cette volonté d'affirmation. Nous voulons qu'on dise que nous sommes bien, que nous sommes généreux, que nous sommes humbles, que nous sommes gentils. Ça nous apporte quoi quand on dit que nous sommes gentils? Ça nous apporte quoi quand on dit que nous sommes humbles? Les gens sont dans l'affirmation, urbi et orbi. Nous sommes encore dans l'à peu près. Nous sommes encore dans l'hésitation. Nous nous demandons, nous attendons qu'on vienne nous donner le droit de nous affirmer. Nous attendons que les autres acceptent. La pire des absurdités consiste à demander la reconnaissance de votre ennemi. Je répète, la pire des absurdités consiste à demander la reconnaissance de votre ennemi. Quand vous voulez que votre ennemi applaudisse pour vous, quand vous voulez que votre ennemi dise que ce que vous faites est bien, c'est ça qu'on appelle en français l'absurdité. Donc, voilà grosso modo ce que je voulais dire pour que les gens comprennent. Nous allons continuer à communiquer. Le développement est un domaine transversal qui prend en compte beaucoup de facteurs. Et ceux qui pensent que nous menons cette lutte pour des privilèges, pour des avantages, se trompent. De toute façon, nous ne travaillons même pas à avoir le respect. Nous travaillons à imposer la crainte. Nous avons commencé cette lutte il y a longtemps. Nous n'allons pas arrêter en si bon chemin. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un leader à la tête de l'État burkinabé qui est le capitaine Ibrahim Traoré. N'en déplace à nos détracteurs. Nous allons nous battre. Nous allons nous assumer. Nous allons nous affirmer et nous n'allons jamais reculer. Pas sur cette terre-là. Nos ennemis ne verront jamais notre honte. Dieu et les mains de nos ancêtres vont nous protéger. Parce que nous sommes le bien. Et ceux qui nous attaquent, ceux qui ne nous aiment pas, nos adversaires et nos ennemis sont le mal. Et le bien ne peut jamais avoir honte du mal. Le bien ne peut jamais avoir peur du mal. Nous allons continuer sur cette voie-là. Nous allons parler et personne ne pourrait nous empêcher de parler. Le monde est régi par la parole. Le monde aujourd'hui est dirigé par ceux qui ont confiance en eux-mêmes, ceux qui s'assument et ceux qui ne reculent pas. Mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais vous expliquer. Faire une analyse géopolitique pour que vous compreniez. Mettre aussi de l'épistémologie, la science des sciences. Il n'y a pas une science universelle. Même 1 plus 1 égale 2 là, c'est une entente. Parce que le 1 français n'est pas le 1 arabe. Les arabes n'écrivent pas 1 comme les français écrivent 1. Le plus, on peut le remettre en cause. Donc, il n'y a rien de vérité universelle qu'on puisse prôner de façon universelle sur la terre. C'est nous seulement qui avons accepté cela. Et nous allons remettre cela en cause. Nous avons toutes les connaissances nécessaires, tous les savoirs nécessaires. Et nous remercions encore nos grands-parents, nous remercions encore tous ceux qui nous soutiennent, nous remercions encore les autorités, nous remercions encore les patriotes. Nous demandons encore au bureau de la communication de rester déterminés, de rester engagés et de partager la bonne nouvelle. On prêche dans les églises chaque jour. Aujourd'hui, c'est dimanche. Les prêtres et les pasteurs ont prêché. Le vendredi, les imams prêchent. Nous aussi, nous allons prêcher chaque jour que Dieu fait. La voie de la rupture, la voie de la souveraineté, la voie anti-impérialiste, nous allons la prêcher. Urbi et orbi, envers et contre tout. Et nous n'allons jamais nous arrêter en si bon chemin. Merci beaucoup. Merci à tous. Que Dieu nous protège et qu'il nous garde ensemble pendant longtemps. Merci.